Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous du Cercle Aristote. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Sovic, on pourrait l'appeler youtubeur, mais il est bien plus que cela, un jeune homme qui est présent en Russie et qui va nous parler, bien sûr, entre autres de son actualité, mais surtout de ce que vous savez tous, le fameux conflit qui n'aura échappé à personne. Alors, salut, bonsoir à tous. Donc moi c'est Thomas. J'espère que vous allez tous très très bien. Certains sûrement me suivent déjà sur les réseaux, en particulier YouTube, même si je ne suis pas encore censuré, donc profitez-en. C'est qu'une question de temps peut-être, mais bon, je fais tout en sorte pour que ça aille bien. Mais voilà, n'hésitez pas en même temps à aller faire un tour pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, je suis là pour vous parler. En fait, ça a été le sujet que nous avions évoqué, de parler à la vraie vie en Russie, parce qu'on entend tellement de conneries à longueur de journée par rapport à tout ça, et rien de mieux qu'une personne sur place pour vous parler de ça. Voilà, alors on va en parler suffisamment durant cet entretien. Tout d'abord, petit rappel de début de live, très important, la newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, faites-le, c'est gratuit bien sûr. C'est une des meilleures newsletters actuellement dans le monde. N'ayons pas peur des mots, c'est absolument superbe ce que l'on vous fait. On vous fait une revue de presse en français, bien sûr, sur l'actualité internationale et une spécialisée sur l'Espagne. Alors n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, pour vous inscrire. On mettra le lien, bien sûr, dans le chat, mais rendez-vous sur le site du Cercle. Et c'est bon pour les rappels. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je suis sur le chat, donc je n'hésiterai pas à les poser. Voilà. Alors, Thomas, qui êtes-vous? Présentez-vous en quelques mots. Bon je m'appelle Thomas. Le nom de la chaîne n'a pas été très compliqué à trouver. Et sinon, je suis un simple étudiant en Russie et j'ai voulu faire des vidéos par rapport à la Russie de manière générale, mais un petit événement très léger qui a changé quelques événements géopolitiques est arrivé et m'a changé tous mes plans. Au final, c'est comme ça, hein, c'est la vie. J'avais préparé quelques vidéos en amont du 22-24 février, donc les reconnaissances du Donbass, et du début de ce qu'on appelle en Russie l'opération militaire spéciale. Utilisez le mot guerre si vous voulez, ça me change absolument rien. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire des vidéos et je m'avance déjà par rapport aux futures questions qui peuvent être posées. Quelle est ton actualité aujourd'hui? Que fais-tu déjà, hein, sur quel réseau es-tu présent? Qu'as-tu comme fonction dessus, hein, à quoi te servent ces réseaux? Et quelle est ton actualité, chaude ou pas d'ailleurs? Alors, en termes d'actualité chaude, à dire, la guerre continue. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes changements, hormis que les Russes sont à l'offensive partout et que les Ukrainiens essayent de garder Bakhmout, alors que même tout le monde est en train de dire d'arrêter. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Sinon, moi, je suis sur YouTube et sur Telegram en particulier, d'autres aussi, Instagram, bien évidemment, ou Twitter pour se moquer un petit peu des personnes très futées parfois que l'on trouve très souvent malheureusement sur des plateaux télé que je ne citerai pas bien évidemment pour ne pas finir en diffamation comme tant d'autres. Donc, oui, surtout pas de ça, attention. Oh oui, non, je n'oserais pas critiquer mes confrères journalistes
même si je déteste ce mot-là pour me considérer moi. Mais enfin bon, c'est comme ça, on a l'habitude. C'est notre boulot. Et au contraire, il me crée du contenu à dire des conneries, donc moi ça m'arrange. Il y a du bénéfique dans tout. Oui, de toute manière, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y a du bon dans le mal et inversement. Pourquoi avoir décidé de lancer l'aventure? Donc ça, tu l'as déjà dit. Mais réellement, déjà, après avoir rappelé tes réseaux et où est-ce qu'on peut te trouver, c'est aussi le but. Mais pourquoi réellement s'être lancé sur les réseaux et quel est le but ultime de cet engagement sur les réseaux? En as-tu un déjà? Ça a changé au fur et à mesure parce qu'au tout début, moi, c'était juste montrer la vraie vie en Russie. Il y avait, la guerre n'avait pas commencé quand j'avais commencé à préparer les vidéos. Donc, parce qu'il y a assez peu de personnes et pas mal d'erreurs, de manque de connaissances assez flagrant de la Russie, du peuple russe, de la culture russe, qui est quand même très différente, même si on s'y est préparé, il faut le dire. Les Russes ont une culture très froide d'apparence, mais qui ne l'est pas en réalité. Et par la suite, quand la guerre a commencé, déjà en étant sur place, j'ai pu voir des choses que d'autres n'ont pas forcément vues et de pouvoir donner un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qui est triste par ailleurs, parce que moi, je pensais que les médias allaient forcément donner tous les points de vue, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le journalisme. Mais voilà, je me suis retrouvé à faire le boulot d'autres, mais au final, moi, ça me plaît bien. Et puis, vu les retours que j'ai, je suis très content de pouvoir aider les gens à pouvoir au moins avoir une vision différente. Je ne dis pas que les personnes doivent absolument me croire sur parole. Normalement, c'est le principe de tout débat, même s'il n'y a absolument aucun débat en ce moment, et je trouve ça triste. Surtout que la Russie, c'est un pays où on est extrêmement proche culturellement, historiquement et politiquement quand même, géopolitiquement de manière assez générale, et où beaucoup de personnes se ressentent encore dans la Russie malgré l'opération militaire spéciale. Oui, alors, il n'y a pas de débat, attention, au cercle, il y a des débats. Oui, il y en a encore rappeler. Il y en a encore qui s'amusent à faire des débats, à essayer de faire les résistants, là, je sais pas pourquoi. Mais... Alors, nous non plus, on n'est pas encore bannis. Bref, je ne l'ai pas dit au début, le plan de l'interview, de ce live, va être le suivant. On va parler juste après de la Russie, en général. Ensuite, on parlera un petit peu d'Ukraine. L'actualité est particulièrement aussi intéressante avec la venue de Biden en Ukraine. On pourra un peu en parler, mais le but est aussi réellement de couvrir le conflit, donc ça permettra de faire la transition sur le conflit. Et enfin, si on a un petit peu plus de temps, on parlera des médias, vraiment les médias sur place, quelles sont les différences. On les connaît un petit peu, mais voilà, c'est vraiment pour avoir le point de vue de quelqu'un qui vit réellement là-bas. Et enfin, on parlera un peu d'actu extérieur aussi, notamment sur quelques points un petit peu chauds que l'on a tous, je pense, vu passer dans la sphère médiatique. Et c'est toujours intéressant d'avoir un avis différent, puisque le contexte est différent, bien sûr, en Russie. Alors, Thomas, passons sur la Russie. Pourquoi être allé en Russie déjà? J'imagine que c'est pour les études. Alors, c'était pour les études de base, effectivement. J'ai fait ma dernière année en Russie. C'était quelque chose d'obligatoire dans notre école et je voulais absolument aller en Russie. Le Covid avait retardé les choses parce que je me suis retrouvé pile à cette période-là. D'ailleurs, beaucoup de Français qui vivent ici n'oublient pas de me rappeler que je suis arrivé pendant l'une des pires périodes qui soit, après le Covid et la guerre, bien évidemment. Donc, voilà, donc pour l'instant, je suis encore étudiant. J'apprends un peu plus le russe en même temps pour pouvoir garder un visa pour vivre en Russie et pourquoi pas trouver du travail par la suite. Mais je fais partie des irréductibles par rapport à ça et on va dire l'histoire d'amour avec la Russie est liée au fait que d'abord j'ai commencé à apprendre à aimer la culture russe et à apprendre tout court, en fait, en réalité, l'histoire de la Russie, parce que quand je suis assez jeune, il faut le dire, et quand j'ai commencé à apprendre cela, j'étais vraiment très jeune, je devais avoir quelque chose comme 14-15 ans, et c'est assez, lié à l'histoire, parce que j'ai compris
assez rapidement que bon, les Américains n'ont pas d'amis, mais des alliés, et nous sommes des alliés et non des amis. Et en faisant un tour, je me suis intéressé à la Russie, et c'est un pays qui m'a extrêmement intrigué, parce qu'on en parle tellement peu, que je me suis dit pourquoi pas, et au fur et à mesure, j'ai appris un petit peu le russe, même si c'est une langue extrêmement difficile, qui n'est pas évidente du tout, mais qui quand même on va dire que on peut l'apprendre, quoi. Ce n'est pas évident, comme toute langue, j'ai envie de dire, Oui, surtout comme une toute langue. langue plus exotique qui est le russe. Et par la suite, je suis arrivé en Russie, et puis de fil en aiguille, je vous laisse rappeler le 24 février 2022. Et voilà, on en arrive à là aujourd'hui, au final. Alors, on parlera du 24 février, hein, qui est une date très symbolique et qui a nourri notre actualité du fin de mois dernier. On parlera notamment, pour ceux qui n'ont pas suivi, du discours de Poutine, mais ça, on verra ça plus tard. Question banale, comment vit-on en Russie? Est-ce facile ou non de vivre en Russie? Alors, la Russie, de base, est un paradoxe pour énormément de raisons, et ça, je mets des guillemets en avant pour toute la suite du live. Donc, en Russie, il faut faire la distinction entre pas mal d'endroits. Il faut voir que Moscou est un cas à part. Les grandes villes, ce qu'on appelle les villes millionnaires, ou même les villes qui ont plus de 500 000 habitants, sont des cas à part. Et après, on a tout le reste. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire la distinction. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on va au fin fond de la Sibérie, il y a des endroits où l'eau courante n'est pas faisable, en fait, parce que c'est un coût énorme. C'est des millions et des millions pour faire chauffer peut-être des maisons pour 1000 habitants. C'est triste, mais je pense que le gouvernement russe aide quand même tous ces gens-là pour essayer de déménager vers des plus grandes villes où là, ils auraient accès à beaucoup plus de choses. Moi, je vis à Moscou. Donc Moscou, c'est la ville la plus riche. Ça fait une sacrée différence avec, franchement, quand vous venez à Moscou, on se croit beaucoup plus dans le grand luxe qu'à Paris, par exemple, pour plein de raisons, mais ça, on l'évoquera au fur et à mesure en faisant des petites comparaisons pour très chers auditeurs qui ne comprennent pas forcément la réalité qui est ici, et c'est tout à fait compréhensible parce qu'on ne la sort pas encore assez. Donc en Russie, on vit bien. Sans problème, il faut le dire, même si actuellement ça peut paraître bizarre de le dire, la Russie en soi, il y a une inflation par exemple plus élevée pour les produits importés. Mais pour vous dire, j'ai acheté un nouveau téléphone il n'y a pas longtemps, je l'ai payé bien moins cher qu'en France. J'avais même fait le calcul pour voir lequel était le plus rentable. Disons que ça dépend. Le rouble, l'euro, beaucoup aiment bien dire le SMIC russe est à quelque chose comme à peu près 200 €. Mais avec un SMIC russe, ça dépend où est-ce qu'on vit, parce que quand on vit en pleine campagne, où la majorité des gens, l'écrasante majorité, même si ce n'est que l'unanimité des gens sont propriétaires, on parlera, je suppose, j'ai préparé ça, des charges du logement, etc. C'est 200 € en soi, c'est faisable dans les plus grandes villes, dans les plus petites villes, mais ce n'est pas la vie de grand luxe, quoi. À ce niveau-là, où est-ce que tu vis, si tu veux bien le dire? Et parle-nous vraiment plutôt, voilà, parfait, pas Moscou. Parle-nous vraiment au niveau local de comment on vit, le niveau de la vie. On voit vraiment, quand on voit les médias français, on croirait que Moscou est une ville qui est, j'allais dire assiégée, non, mais où la pauvreté est partout. Dis-nous vraiment comment ça se passe dans les faits. Alors, pour rendre hommage à un grand maître de l'économie, j'ai mis un pull à col roulé, parce qu'effectivement, l'économie russe est totalement détruite. Et je n'ai même pas de chauffage, hein, on va dire, vous ne le voyez pas, mais tout est en train de geler derrière moi. Donc, effectivement, tout se passe bien. Je sais très bien que certains peuvent se mordre les doigts derrière l'écran, mais en réalité, il n'y a aucun problème pour la vie des gens ou la survie des gens. Il n'y a aucun problème. À vrai dire, je ne suis pas parisien, donc je ne peux pas forcément faire une grande comparaison avec Paris. Le peu de fois où j'y étais, c'est une sacrée différence, une claque, quand on arrive par la suite à Moscou, où tout est propre. C'est juste incroyable, la propreté. C'est-à-dire que même quand on va dans des villes comme Saint-Pétersbourg, qui sont un peu plus sales, on a l'impression que c'est sale à mourir, alors quand on va à Paris, bon, c'est le ghetto, quoi.
La sécurité, bon, il y a des flics partout, plus ou moins partout. Ils vous font pas chier, même si vous êtes étranger. Ils feront juste des contrôles de temps en temps. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends ne serait-ce que ces 2 points-là, la Russie donne énormément envie aux gens de, au moins, venir visiter. Alors, Moscou en particulier, mais c'est le cas dans toutes les villes. Bon, alors dans les campagnes, ça, je saurais pas trop vous dire à ce niveau-là. Surtout que bon, les campagnes, c'est plus difficile d'accès, etc. Il y a évidemment moins de services, ce qui est logique, surtout quand on a 4 mètres de neige qui arrive en plein hiver. Là, par exemple, aujourd'hui, il a pas mal neigé sur Moscou. Enfin voilà. Les services, c'est même assez incroyable. C'est que je suis arrivé dans une ville gigantesque. Moscou, c'est gigantesque, mais tout est extrêmement bien desservi. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure dans le métro, où ils ont ouvert la plus longue ligne de métro, là, il y a quelques jours, au monde, quelque chose comme 70 km, je crois, qui fait tout le tour de Moscou. Moscou, c'est la taille de l'Île-de-France, à peu près. Et ça fait à peu près la même population que l'Île-de-France, quelque chose comme 12-13 millions. Mais on ne ressent pas ça. En fait, les Russes aiment bien dire, j'ai envie de dire, on dit plus ou moins la même chose que ça à Paris. Moscou n'est pas une Russie, c'est une autre Russie. Voilà, j'ai envie de dire, Paris, on dit plus ou moins la même chose. Paris, c'est une autre France. Donc, Moscou, c'est vraiment presque un pays dans le pays où vous pouvez aller vous promener dans un parc. Un truc de fou, je sais pas, pour certains, peut-être c'est assez classique, mais vous pouvez aller vous promener dans des parcs et vous ne serez pas agressé, vous ne verrez pas des choses incroyablement dégueulasses au possible dans ces forêts, dans ces bois. Vous pouvez aller vous promener à 3h du matin, que vous soyez un homme ou une femme, ou je ne vais pas faire cette blague sur les transgenres. Oula, non, surtout pas sur Twitch. Restons dans les clous. Ah, pardon. Restons dans les clous. Excusez-moi. Et où vous soyez Yel quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours Yel courir sans aucun problème. Donc, vraiment, c'est incroyable la différence. Vous arrivez dans un climat tout à fait différent. Bon, évidemment, il y a le climat température qui est à prendre en compte, même si en soi, Moscou, c'est presque la Côte d'Azur par rapport aux certaines autres villes de la Russie. Mais vous n'avez pas de problème d'approvisionnement, vous n'avez aucun rayon vide dans les supermarchés. Il y avait eu des petites pénuries très légères qui étaient du même style en fait que lors du commencement du Covid avec le PQ ou les pâtes, où certains se sont jetés sur certains types de produits, en particulier pensant que ça allait se terminer, alors qu'en réalité, il n'y a aucun problème. Typiquement, je vous ai montré un appareil dans tout ce qui est high-tech, ça a été bien réapprovisionné en provenance d'autres pays. Et de toute façon, voilà, la Russie était un pays tellement géant que c'est impossible d'arriver à sanctionner correctement le pays et de le mettre vraiment à mal en lui interdisant l'importation de produits, parce que le pays a énormément d'amis. Donc, vous pouvez toujours trouver, typiquement, je crois que mon téléphone, il vient du Kazakhstan. J'ai un ami je vais monter son ordinateur, son processeur venait aussi du Kazakhstan. Pas mal de choses viennent d'Arménie, de Géorgie, même si la Géorgie n'est pas vraiment un pays ami. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Et surtout que en termes alimentaires, la Russie est un pays autonome à 100%, quasiment. Alors voilà, juste au niveau de tout ça, chez nous, en tout cas en France, on n'a jamais on n'a que très rarement vu de produits venant de Géorgie, de l'Arménie, etc. Et la transition est tout de même assez bien trouvée. Quelles sont les deux, disons, plus grandes différences qui t'ont choqué entre la France et la Russie? Tu en as déjà parlé un petit peu, mais plus au niveau local, au niveau de l'approvisionnement, de la nutrition, etc. Mais plus largement, quelles sont les plus grandes différences entre la France et la Russie, du moins pour le temps que tu es en Russie. Ouais. Alors, je vais parler d'abord des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie, c'est les Russes. Il y a une sacrée diversité ethnique qui est plus visible dans les régions où il y a il y a plus de diversité de base, ou typiquement, par exemple, le Tatarstan, qui est un pays dont les fameux Tatars que certains aiment bien citer, comme quoi les Russes tuent et d'autres termes pas très jolis, des minorités ethniques, ce qui n'est pas du tout le cas. La Russie, c'est un des pays avec la plus grande diversité ethnique.
au monde, mais il y en a d'autres, il y a d'autres pays aussi qui sont pas mal à ce niveau-là. Donc vraiment les gens, alors c'est vrai que culturellement au début ça fait assez bizarre d'arriver dans on va dire qu'en France on a une relation entre nous un peu hypocrite, où on va se faire des compliments tout le temps, on va dire ça va même si tu t'en fous, etc. Alors que les Russes sont très cash et très directs. Donc quand ils vous aiment bien, ça se voit, et quand ils vous aiment pas, ça se voit aussi. Et il y a un sacré temps d'adaptation au début. Surtout, voilà, ça peut paraître comme un manque de politesse, mais c'est une sacrée différence culturelle à ce niveau-là. Donc, sinon, hormis ça, une fois brisé la glace, les Russes sont d'une gentillesse qui est moins le cas, par exemple, chez les Français. Alors, de ce que j'ai compris, les Américains sont diamétralement opposés aux Russes à ce niveau-là. Et c'est vraiment le blanc et le noir, quoi. C'est vraiment deux couleurs bien distinctes à ce niveau-là. Et sinon, alors au niveau du pays, alors, c'est hormis dire que c'est gigantesque, j'ai envie de dire c'est même une réponse trop facile. Quand je parle de Moscou, j'aime bien dire que c'est extrêmement dynamique parce que c'est vraiment le cas. La ville bouge tout le temps, tout le temps. Il y a des constructions de partout. Ça s'est même pas arrêté après le début de la guerre. Je suis toujours étonné. À côté de chez moi, ils construisent plein de choses, ils rénovent plein de choses. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça va à une vitesse folle. C'est là où vraiment on arrive dans un autre monde. Et pourtant, la Russie, c'est juste l'autre bout de l'Europe. C'est pas non plus trop loin, où on n'a pas une culture vraiment différente sur pas mal de points. Donc, c'est assez étonnant parfois. Ouais, et au niveau aussi en France, par exemple, on sait très bien que c'est peut-être le pays où il y a le moins de personnes qui dirigent le plus de personnes. Peux-tu nous parler de ce genre d'organisation sociale en Russie? Est-ce pareil ou pas? Comment ça se passe? Dans quel sens exactement? En France, on dit souvent que voilà, il y a peut-être 20, 30 oligarques qui et ou chefs d'État, gouvernementaux, qui dirigent les 95-98% des Français. Est-ce qu'on a la même chose en Russie ou comment ça se passe réellement? Alors, je vois bien que l'oligarchie, il n'y a plus d'oligarchie en Russie depuis, j'ai envie de dire, environ les années début 2010, où il y avait vraiment une razzia. C'est soit tu tais, soit tu te soumets, ce qui devrait être logique, soit tu dégages, ou soit tu vas en prison. Bon, à vrai dire, pour le cas de la prison, tous les oligarques de l'époque, en particulier Yeltsin, donc juste avant Poutine, les années 90, c'est assez simple de trouver des chefs d'accusation contre eux. C'est vraiment pas très très compliqué. D'ailleurs, la plus grosse blague, c'est Khodorkovsky, l'un des plus gros corrompus qui soit, qui indirectement a fait tuer des milliers de personnes. Est en exil en Grande-Bretagne et se bat contre la corruption. Hein. Ça, c'est l'hypocrisie ici bien intégrée au système britannique. Donc, à ce niveau-là, il n'y en a plus. Alors, évidemment qu'il y a des riches, des super riches en Russie. Il y a une sacrée différence de revenus dans le pays. Mais l'oligarchie, c'est fini. Il y a des riches qui ne sont pas liés à la politique, où certains ont des fois des médias, etc., mais ce ne sont pas forcément les plus gros médias. Sachant que les Russes j'ai l'impression, je sens plutôt ça, ont plus l'air révolutionnaires que les Français, malgré les manifestations actuelles pour la retraite, par exemple. Les Russes, par exemple, pour le cas du Covid, et ils avaient eu alors moi j'y étais pas encore, ils avaient eu 1 mois de confinement, personne vraiment l'a respecté. Et les policiers s'en foutaient. On va dire que les gens étaient dans leur coin, vers chez eux, mais ce n'était pas non plus aussi strict qu'en France. Ils n'ont eu qu'un seul cas où, en fait, les Russes ont une liberté de circuler assez démentielle par rapport à la France, surtout quand on a vécu le Covid en France, que c'est ce qui était mon cas. Et bon, voilà, donc après pour le contrôle en soi des personnes, le système est comme en France en soi, c'est il y a quand même une sacrée, il y a pas mal de points communs par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un parti où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de députés, donc Russie unie dans ce cas de Vladimir Poutine, ou l'AREM, En Marche du côté français. Et on voit quand même certaines similitudes,
Mais en Russie, disons que, par exemple, dans le cas de la guerre, il y a énormément de points communs entre tous les groupes politiques, alors qu'en France, les groupes politiques vont plutôt essayer de jouer énormément sur leurs divergences pour essayer d'attirer un maximum de votants. Mais vraiment, voilà. Donc, Ouais, d'accord. Donc ça, c'est vraiment un point important, notamment en faisant parler avec nous. C'est vrai que nous, en France, on a un éventail de considérations et de propositions politiques. Et justement, on va en parler. Enfin, on va évoquer un sujet qui est lié. Au niveau de la démographie russe, peux-tu nous expliquer comment cohabitent les différentes ethnies, les différentes origines, les différents peuples russes? Est-ce qu'il y a des épisodes de cohabitation ou au contraire, est-ce qu'il y a des épisodes de violence entre différents groupes? Comment ça se passe? alors disons que bon, la plus connue, la grosse dernière violence, c'était la guerre de Tchétchénie, la deuxième, où là, forcément, d'ailleurs, Poutine a commencé à être connu à cette période-là en particulier, où vraiment la Tchétchénie, c'est toujours un cas à part. Certains, si vous aimez ou vous n'aimez pas Kadyrov, il faut tout de même avouer qu'il a réussi à tenir la région. Parce qu'il ne faut pas oublier, la Tchétchénie, on l'évoque très souvent un peu comme un pays à part, mais ça reste toujours la Russie. Et la Tchétchénie est vraiment un des cas à part. Il faut voir aussi peut-être le Tatarstan, donc avec Kazan, la plus grande ville, qui est vraiment extrêmement... Ça peut paraître assez bizarre, mais vous pouvez trouver des mosquées avec des églises et des synagogues les unes à côté des autres, quoi. En fait, les gens s'en foutent maintenant. Au début, ça va être une de mes prochaines vidéos que je suis en train de finir de monter, de la Russie, en particulier au début des années 2000, qu'est-ce que c'était? Et en fait, toutes les histoires de toutes les personnes que j'ai entendues, pas forcément que j'ai filmées, sont assez unanimes là-dessus. C'est-à-dire que c'était vraiment le bordel quand Poutine est arrivé. Les années Yeltsin ont été vraiment un désastre, et c'est pour ça que Poutine est autant aimé ici, en Russie, dans tout le pays en particulier, bon, un peu moins dans les très grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg. Mais ici, il est extrêmement aimé parce qu'il a remis l'ordre, en fait. Et les diversités ethniques, les problèmes aussi interethniques qu'il y avait dans ces années-là ont totalement disparu, en fait, parce que les gens se sont adaptés. Et même, ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable, c'est que les Tchétchènes ont toujours été assez dans leur coin. À vrai dire, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans leur coin et les Russes indirectement qui les ont mis dans leur coin. N'oublions pas que, par exemple, notre très cher Navalny voulait les asphyxier alimentairement, entre guillemets, les exterminer. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de plutôt commun dans la pensée russe, et que la guerre a fait tout l'inverse. La guerre a rapproché les Tchétchènes avec les Russes. Même en Russie, on fait la distinction entre l'armée tchétchène, qui théoriquement fait partie quand même de l'armée russe, avec le reste, comme avec Wagner par ailleurs. Et en fait, il n'y a plus de différence et les gens s'en fichent. Que vous venez de tel ou tel endroit, ils s'en foutent. Du moment que voilà, vous êtes patriote, en fait. C'est vraiment un des points communs les plus importants en Russie. Surtout depuis l'année dernière, en particulier, beaucoup plus. D'accord, c'est parfait. Tant mieux, j'ai envie de vous dire même. Au niveau on parlait de Navalny là, il y a 2 secondes, j'avais pas prévu d'en parler, mais en quelques mots, qui est Navalny? On entend des tonnes de choses sur lui. Qui est-il et que fait-il en fait? Que propose-t-il? Quel est son background, comme on pourrait dire en piteux anglais? Qui est-il? Navalny, en fait, c'est un blogueur, donc j'ai envie de dire, malheureusement, j'ai des points communs, parce que vous allez comprendre pourquoi je dis malheureusement. Ce n'est pas un mec que je ne soutiens du tout, parce que les personnes s'il y avait un Navalny en France, vous inquiétez pas, il serait pas, ce serait impossible, parce que Navalny était un mec qui était dans un parti qu'on pourrait qualifier au tout début de sa jeunesse politique, dans un parti en grosso modo de droite, les Républicains, si on devait faire une relation avec la France actuellement, et il était tellement trop à droite qu'il a été viré de son parti. Et ce mec-là donc s'est trouvé
on va dire, une réputation dans l'opposition, comme certains, par exemple, politiciens français, où ils vont aller tout le temps dans l'opposition. Mais Navalny, c'est un cas assez particulier. Il avait, et c'est facilement trouvable, il avait dit qu'il fallait exterminer, grosso modo, je vous traduis juste sa pensée, il n'a pas dit ça ouvertement, mais il l'a très bien fait comprendre, en particulier le Caucase, donc les Tchétchènes, hein, c'est surtout les Tchétchènes qui sont visés, de les asphyxier alimentairement. Donc ça, voilà, si des personnes soutiennent Navalny, bon, vous voulez peut-être aussi parler de ça en même temps. Il est surtout, bien évidemment, connu par la suite pour les différents documentaires qu'il a fait. Certains sont assez particuliers, comme le Palais de Poutine, où il y a pas mal d'arguments qui ne sont pas des arguments. Et il y avait par exemple un argument particulier qui était une piteuse erreur de traduction de l'anglais vers le russe, qui en fait montrait bien que dans tous les cas, les informations ne venaient pas à 100% du moins de Russie, mais avaient des contacts à l'extérieur. Navalny en fait, c'est une des personnes que les Occidentaux aimeraient bien mettre au pouvoir, forcément, pour continuer la logique qu'ils avaient commencé à l'époque de Yeltsin. Et donc, il y avait eu justement, quand je préparais notre entretien d'aujourd'hui, j'avais regardé le centre Levada, qui est le centre qui est qualifié d'agent de l'étranger, donc qui reçoit de l'argent de l'étranger. Donc voilà, s'il y a bien un institut de sondage qu'il faut bien faire confiance, c'est eux. Que ce soit si vous soyez pro ou anti-russe, ça c'est pas vraiment le problème. Et le centre Levada disait bien que dans tous les cas, je me rappelle, attendez, je vais juste vérifier, mais en tout cas, Navalny n'est vraiment pas soutenu par la population russe. Alors, pendant que tu recherches, je vais me permettre de remercier les personnes qui nous ont supportés. Alors merci Ogma57 d'avoir offert un sub de niveau 1, merci beaucoup. Je vais répéter ce que j'ai dit au début, n'hésitez surtout pas à vous sub, à vous abonner, à vous rendre sur le site du Cercle afin de commander les livres et tout ce que l'on a. On parlait notamment dans le chat de la tasse Agent du Kremlin. N'hésitez pas, s'il vous plaît, prenez-la. Voilà, ce sont autant de manières de nous soutenir et de pouvoir nous aider à nous fournir du meilleur contenu et du contenu toujours de réinformation, même si je déteste ce mot personnellement, d'information, en tout cas tout court. Merci à vous. Et je lirai les questions à la fin, n'hésitez pas à les donner, je les vois, je me prépare, vous inquiétez pas. On va répondre, ne vous inquiétez pas. Alors, Navalny est soutenu, c'était le mois dernier, par 9% des personnes qui approuvent les activités de Navalny. Et 57 qui désapprouvent, 23 qui ne savent pas qui c'est, et 11 qui ne peuvent pas répondre. Donc, et c'est surtout plus le cas chez les plus jeunes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vont plutôt soutenir Navalny, ce n'est pas soutenir la personne, mais plutôt ce qu'il fait. Voilà, donc c'est grosso modo pour parler de cet individu-là. Il est toujours en prison, mais bon. Ça, après, bon, je ne saurais pas vous dire le droit russe. Tout ce que je sais, c'est que le droit russe est très binaire. C'est-à-dire que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Il n'y a pas forcément de circonstances atténuantes. Et quand on voit que certaines personnes sont ressorties de prison très récemment après avoir tué des gens, en France, après 11 ans de prison, c'est quand même assez catastrophique parfois. Mais le binaire, c'est pas terrible non plus. Hein. On va éviter d'en parler, pas trop de pessimisme, mais voilà, on est tous au courant des dérives de la justice qu'il y a dans notre pays. Voilà, pour finir sur l'aspect vraiment russe et de Navalny en l'occurrence, je prendrai juste une petite intervention de Kong Bietso dans le chat qui dit que Navalny fait moins de 7% d'opposition positive. Voilà, je pense que tout est dit. Fermons cette parenthèse et passons sur l'Ukraine à travers le conflit. Peux-tu nous faire un état des lieux du conflit depuis le début à aujourd'hui ou au niveau de l'actualité, c'est comme tu veux. Bon, je vais faire un peu tout vite fait. Bon, bah, bien évidemment, je ne m'y attendais pas le 24 février. Quand je me suis réveillé, que j'ai vu l'actualité, je me suis dit, il y a un truc que j'ai loupé. Mais du coup, bon, bah, ça s'est passé.
Bon, les Russes ont avancé très très vite, c'était l'effet de surprise. Ce que j'avais l'impression par la suite, en découvrant de plus en plus d'informations venant aussi d'Ukraine, c'est que l'Ukraine avait il y avait une forte chance, on va pas refaire le monde, mais d'attaquer le Donbass, de reprendre le Donbass par la force. Sûrement que les Russes ont préféré prendre de court la possible offensive ukrainienne. Donc, ils ont récupéré pas mal de territoires, ils se sont loupés à Kiev. Ça s'est pas joué forcément à grand-chose vers Kiev. Je crois que c'est Le Monde qui a fait ça, et pour une fois, c'était quelque chose d'assez correct, qui a retracé plus ou moins les étapes à l'aéroport, j'ai perdu le nom, vers Kiev, qui auraient pu être totalement décisifs dès les 3 premiers jours. C'est pour ça qu'on parle de la fameuse offensive des 3 premiers jours, alors qu'en réalité, bon, par la suite, les Russes ont forcément changé de stratégie, ils ont avancé, jusqu'à que bon, les sanctions, je suppose qu'on évoquera plus en détail par la suite, mais les sanctions n'ont pas changé grand-chose en Russie, hormis le premier mois sur le moral des Russes, parce qu'on était ici en Russie dans une certaine incertitude de ce qui allait se passer. Bon, après, les Russes, c'est pas leur première fois qu'ils se font sanctionner, donc ils ont un peu l'habitude maintenant, malheureusement. Et par contre, c'est surtout le matériel occidental qui a vraiment aidé les Ukrainiens, en plus de la logistique américaine, qu'il faut dire, qui est extrêmement utile pour les Ukrainiens, qui ont refait des contre-offensives, enfin, si on peut appeler ça contre-offensive. Ils ont récupéré des plaines dans le nord, par exemple, où les Russes étaient partis, ou dans le sud, où c'est vrai qu'on peut poser la question pourquoi les Russes étaient partis, mais ils avaient leur raison. Et là, ils avancent et ils cherchent à percer le Donbass, ce qu'ils sont à 2 doigts de terminer, du moins sur une bonne partie, du côté de Bakhmout. Et voilà. Donc, grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Je fais ça un an très rapide. Et en Russie, alors je pense que c'est une des questions que tu allais poser. Mais, Exactement, oui. ce qui s'est passé, bon, les premiers jours, disons qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues. Le 24 février, 25-26. Il n'y avait pas grand monde parce que on suivait tous l'actualité. Tout dépend des personnes, mais il y a très peu de personnes qui sont parties. Il y en a quand même, il y en a qui sont partis, bien évidemment, de Russie, un peu plus dans le cadre de la mobilisation, qui sont partis. Les premiers partis, disons que c'est surtout des personnes assez aisées qui, de base, aimaient vraiment l'Occident et voulaient vivre totalement à l'occidental et se sont dit on va partir. Ce sont des gens, voilà, j'ai envie de dire, s'il y avait une guerre en France, ça serait le même type de personnes, c'est surtout les personnes aisées, forcément, qui partent chez une personne de leur famille ou des choses comme ça. Donc il y en avait, pas tant que ça en réalité au tout début. Comme j'ai dit, c'est plutôt au niveau de la mobilisation, il y a plus de personnes qui sont parties. Bon, voilà, pendant un mois à peu près, tout le monde était dans une grosse incertitude. C'était assez bizarre de se promener dans la rue, surtout le premier jour des sanctions, où c'était un samedi, et quand je me promenais dans la rue, c'était assez étrange. Personne ne parlait quasiment en fait dans les rues. Alors pourtant je me promenais du côté du Kremlin. Et c'était assez particulier. Il y avait beaucoup plus de policiers que d'habitude. Et c'était assez bizarre à vivre. Et si je peux faire une relation en termes de ressenti avec les premiers jours du Covid, on était à peu près au même niveau. J'ai envie de dire d'incertitude. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui ira par la suite? Est-ce que Bruno Le Maire a raison quand il dit qu'il va détruire l'économie russe? Vous voyez. On arrive à ça, et surtout que mon niveau de russe ne me suffisait pas à cette époque-là en particulier d'écouter forcément les médias russes, donc j'écoutais les médias français et c'était tout pessimiste. En fait, c'est qu'ils arrivaient parfois à me convaincre de ce que je voyais comme pas forcément vrai. Il y avait eu de nombreux médias qui ont fait des articles sur j'ai même été interviewé, je ne suis même pas passé. Bon, en même temps, c'était des passages très courts sur une célèbre radio que je ne citerai pas forcément du coup, qui disait qu'il y avait une panique au niveau des distributeurs de billets en Russie, alors que c'était exagéré en fait. C'était le cas, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et Oui, quand j'avais... si je peux me permettre de te couper, Vas-y. comment ça se passe au niveau... j'ai vu qu'une question qui défilait dans le chat, pour la personne qui l'a posée, excuse-moi, je n'ai pas ton pseudo devant les yeux, mais quelqu'un parlait de comment ça se passe au niveau, pour par exemple, retirer de l'euro ou autre en Russie, comment ça se passe à ce niveau-là? Disons que quasiment toutes les grosses banques russes sont sanctionnées. Ils ont plus SWIFT. C'est pas forcément le problème de SWIFT, c'est que les banques françaises ne veulent plus envoyer d'argent, tout simplement, jusqu'en Russie.
ils n'ont pas envie de se taper des sanctions américaines qui vont les ruiner. Donc, il y en a toujours qui font un peu ça, mais c'est surtout via des pays tiers, Arménie, Kazakhstan en particulier, qui envoient par ce biais-là de l'argent. Mais j'ai envie de vous dire, il y a d'autres méthodes qui sont... c'est un peu des sanctions de boomers, parfois. Il est d'une facilité de contourner tout ça. Il commence l'Union européenne et les États-Unis à essayer de bloquer cela, mais ça ne va pas changer. Les crypto-monnaies sont toujours extrêmement puissantes. Et personnellement, c'est par ça que je passe, sans aucun problème. Bon, après, il y en a quand même pas mal qui ont leur revenu en roubles, donc ce n'est pas problématique pour eux, vu qu'ils vivent toujours en roubles. Mais voilà, c'est les paiements internationaux qui sont un peu plus chiants, mais bon, il faut avoir un compte en euros, un compte en roubles. Dans tous les cas, il vaut mieux garder toujours une trace en Europe. Ok, au niveau des crypto-monnaies, du coup, c'était pas prévu non plus d'en parler, mais prenons quelques minutes pour en parler. Comment ça se passe? Quels sont les plus utilisés? Même si je pense qu'on a déjà la réponse à la question. Comment ça se passe au quotidien? Parce qu'en France, en tout cas, on n'utilise pas, on peut pas l'utiliser dans les magasins ou autres. On ne peut pas en Comment Russie ça se non passe? plus. Parce qu'en fait, j'utilise pour outrepasser les sanctions pour pouvoir faire un virement, en fait, tout simplement, d'un point A à un point B, où ce n'est pas un investissement du tout, c'est juste le moyen de paiement, comme si vous payez, je sais pas, votre voisin avec des pièces, quoi. Alors que là, les pièces sont dématérialisées. Et c'est juste un moyen de paiement utilisé entre deux comptes bancaires. Mais j'utilise que des roubles, forcément. La Russie n'autorise pas le paiement en crypto-monnaie et n'aime pas trop les crypto-monnaies. Mais là, du fait de la guerre, ils n'ont pas trop le choix d'accepter tout cela. Ils commencent petit à petit à essayer de développer les leurs. Sberbank, la plus grosse banque, va, dans les mois à venir, si ça va assez vite, créer justement une sorte pour Binance, pour ceux qui connaissent, de marché de crypto-monnaie en Russie. Donc, on va pouvoir payer plus facilement jusqu'en Russie sans avoir besoin d'utiliser Swift. Donc, tout est en rouble. En fait, c'est juste le moyen de paiement. Donc, de ma banque A à ma banque B, j'utilise juste les crypto-monnaies et d'autres, forcément, des personnes qui achètent et qui vendent pour pouvoir envoyer l'argent, tout simplement. Et ça me prend 5 minutes chrono et c'est même plus avantageux que les banques traditionnelles qui sont non, je ne vais pas dire. Ils aiment bien prendre des commissions. Attention, de sacrées commissions. Ok, très bien. Au niveau, je parlais tout à l'heure du 24 février, cette date hautement symbolique, et pour cause, hein, c'est l'anniversaire, ce fut l'anniversaire il y a quelques jours du conflit ukrainien, du début du conflit ukrainien. À cette occasion, il y a eu notamment un discours de Poutine, hein, je pense que tout le monde l'a vu passer. Rapidement, il a donné 2-3 informations, je dirais majoritaires. La première, qui est celle en tout cas personnellement que j'ai le plus retenue, qui est que justement le conflit a avant tout favorisé le développement de corridors commerciaux du côté de l'Asie. Et aussi, enfin, dans un autre côté, il a dit que la guerre était faite par et pour les Occidentaux, dans le but, réellement, il l'a dit, d'anéantir la Russie. Comment as-tu suivi ça? Comment c'était dans Moscou et en général dans la Russie, avant, pendant, après le discours? Et as-tu vu quelques changements après, pour le coup, ce discours? En fait, ce discours en particulier est la continuité de beaucoup d'autres. C'est les premiers discours de Poutine qui étaient plus intéressants, je trouve, à écouter que celui-là, qui est un discours assez classique, il faut le dire. Il n'y avait pas forcément d'autres choses, mais là, il cite bien l'Occident. Et quand il dit Occident, j'ai envie de dire, c'est surtout les États-Unis, parce que l'Europe, c'est même pas un boomerang. Là, c'est toute la panoplie de boomerang qui revient en ce moment dans le visage de l'envoyeur. Mais les États-Unis, eux, ça a toujours été leur doctrine. C'est assez connu. Il faut isoler la Russie pour essayer de la battre et après, par la suite, ce sera la Chine. Mais là, les Russes ne se laissent pas faire et surtout, ils ont les moyens de ne pas se laisser faire. Et on voit bien que dans tous les cas, l'économie russe tient debout. Le pays le plus sanctionné au monde tient debout. Il y aura certaines difficultés d'approvisionnement en certains produits, mais comme j'ai cité tout à l'heure, c'est tellement facilement contournable pour les entreprises via des pays tiers.
L'Arménie n'a jamais autant acheté bizarrement de produits de luxe. Je ne suis pas sûr que ce soit les Arméniens qui soient devenus riches d'un coup, mais plutôt voilà, une réexportation vers la Russie. Donc quand Poutine dit ça, c'est quelque chose qu'on savait, mais bon, il met juste des mots sur ce que tout le monde avait déjà remarqué, parce que bon, je pense que là, par la suite, il va essayer de menacer un maximum les Occidentaux pour ne pas envoyer d'autres choses. Surtout qu'on voit de plus en plus, en fait, les fameuses lignes rouges ont été plusieurs fois traversées allègrement par les Occidentaux, surtout que normalement ce n'est pas notre guerre, hein, je préfère le rappeler. Soutenir les Ukrainiens, d'accord, si vous trouvez des points communs avec les dirigeants ukrainiens, mais sinon je ne vois pas vraiment l'utilité, et c'est vraiment les avions de chasse qui risquent de poser problème, parce que typiquement, les tanks, en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment le plus gros des problèmes. Déjà que les tanks sont vachement lourds, je suis même pas sûr qu'ils vont passer les ponts en Pologne et vont être plus facilement reconnaissables et peut-être détectables, voire destructibles, comme aujourd'hui, de nombreux missiles sont abattus sur les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Mais les avions de chasse sont plus problématiques parce qu'il faut avoir des pilotes, et déjà les pilotes, ça se forme pas facilement. Hormis au tout début de la guerre, je m'en souviens très bien, on voyait pas mal passer le fameux pilote, le fantôme de Kiev, pardon, le fameux pilote qui aura abattu énormément d'avions russes, pardon, mais qui en fait était un simple jeu vidéo. Au début, les vidéos qui sortaient, c'était assez rigolo, mais sinon, d'où ils sortent les pilotes? Hormis de pays de l'OTAN, je ne vois pas comment ils peuvent avoir des pilotes aussi rapidement. Et là, tout dépend de la cadence à laquelle les armes vont être fournies et la destruction possible aussi des Russes, qui n'est pas si évidente que ça pour eux. Ou voilà, ils ne peuvent pas attaquer forcément des pays de l'OTAN, parce que là, par exemple, il y en a énormément de choses en Pologne, mais les Russes, bien évidemment, ne peuvent pas envoyer de missiles sur la Pologne sans déclencher une crise vraiment catastrophique. Même s'ils sont techniquement des co-belligérants. Mais ce n'est pas une guerre officielle. C'est pour ça que c'est opération militaire spéciale, ce n'est pas une guerre officielle. Donc la co-belligérance ne s'applique pas vraiment. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de ça. Je vais te demander de faire un petit peu de prospective, de te livrer un petit peu à des projections. Comment vois-tu l'évolution du conflit d'une part, et si tu peux ou si tu veux la traiter avec la prochaine question, comment vois-tu l'évolution économique de Poutine, hein? Je refais mon lien avec le discours de Poutine qui a, je le répète, dit que ça avait favorisé des couloirs commerciaux avec l'Asie. Peux-tu nous faire un petit peu de prospective sur l'évolution économique et militaire, du coup, de la Russie et donc du conflit? Alors, ce que je vais dire s'engage qu'à moi, je ne suis pas Madame Irma, bien évidemment, mais Bien sûr. oui, pour moi, l'Ukraine ne peut pas gagner, c'est un fait. L'armée russe, dans tous les cas, sera toujours bien plus nombreuse, et dans le pire des cas, n'oublions pas qu'il y a des armes atomiques d'un côté et pas de l'autre. Donc vraiment, si on envisage le pire du pire, où les Ukrainiens arrivent jusqu'à Kiev, je suis pas sûr que Kiev existe à ce moment-là. Ça sera bien arrêté bien avant. Mais l'Ukraine n'est pas du tout à l'initiative. Ils ont un manque de matériel actuellement qui est quand même assez drastique, alors qu'on dit que c'est les Russes qui n'ont plus de missiles, alors que pourtant, vu la cadence, et quand on voit les statistiques sortir assez régulièrement de l'état des munitions dans les armées européennes, qui ne tiendraient pas à cette cadence-là, qui n'est pas une guerre officielle, je tiens à vous rappeler, c'est-à-dire que ce n'est même pas à 100% que les Russes envoient tout leur matériel et toutes leurs armées. Bien évidemment qu'ils envoient énormément de leur matériel, mais pas à 100%, donc bon, parenthèse à part. Donc l'Ukraine, pour moi, ne peut pas gagner. Soit on va vers un conflit qui va se geler, ce qui, en vrai dire, j'ai pas envie de... Oui. Est-ce que ce serait bénéfique pour les Russes? Pas vraiment, je sais pas en fait, parce que les Russes pourraient en même temps profiter de la situation, les prix du gaz, les prix du pétrole, et dans tous les cas, les Russes seront isolés des Occidentaux et non pas du reste du monde, comme beaucoup aiment bien le dire, dans tous les cas. Donc, ça sera toujours le cas. Donc les Russes, là en fait, on pousse les Russes à aller le plus loin possible. Et pour voir la fin de la guerre, il faut que les deux signent des accords. Donc ça veut dire que là en ce moment, vu que les deux se tirent un peu la gueule vraiment même si les Russes ont tendance quand même beaucoup plus à avancer que les Ukrainiens, en fait, il faudra la défaite de l'un. Il n'y aura pas le choix. Ce sera la défaite de l'un.
Mais le problème de la défaite de la Russie, c'est que c'est plutôt la défaite d'absolument tout le monde. Euh, je suis assez pessimiste là-dessus. Alors que l'Ukraine, ça dépend. Ça tout dépend en fait de comment Zelensky va négocier. Parce que même Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, a dit que c'était les Occidentaux qui ont poussé Zelensky à ne pas négocier. Alors qu'au début, il était prêt à négocier. Voilà. Et sinon, au niveau, au niveau économique, alors le FMI, je prends le FMI, l'économie russe s'est contractée de 2,2% l'année dernière. Le Covid, c'était 2,7, quelque chose comme ça, c'était pire. Donc, voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur entre 10 000 sanctions, littéralement. Hein. Il y a eu un peu plus de 10 000, je crois, sanctions, et le Covid. Et cette année, il devrait être stable. Donc, pas de croissance, hein, pas de récession. Et l'année prochaine, remontée de 2,4. Donc, ce qui est quand même, en fait, tout simplement revenir à la normale dès l'année prochaine. Mais tout dépend surtout de la relation, en particulier avec la Chine, l'Inde, où Poutine a totalement raison. Il y a énormément de pays qui préfèrent l'argent à la géopolitique. Et les Turcs sont quand même d'excellents fournisseurs par la suite, et d'acheteurs et de fournisseurs. À ce niveau-là, ils achètent énormément de produits dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils vont acheter pas mal de gaz côté russe et les revendre en Europe, ou l'inverse. Acheter des produits européens et les revendre aux Russes. Et ça, c'est assez commun, parce que ce qui est assez aussi étrange, c'est que les Turcs n'ont pas vraiment de grandes relations de base économiques avec la Russie. Ça s'est développé depuis Erdogan en particulier, et la tentative de coup d'État à son égard, où les Russes sont beaucoup plus proches maintenant avec les Turcs, alors que pourtant c'est un pays de l'OTAN, et qui fournit des armes à l'Ukraine. Donc il y a tout le reste du monde. L'Occident n'est pas le centre du monde, on n'est pas dans un blockbuster américain. D'accord, ok, très bien. Bon, alors je pense qu'on en a fait le tour du conflit. J'aurais aimé aussi parler rapidement, alors si c'est le ouais, parlons rapidement de la visite de Biden en Ukraine, voir notre cher Zelensky. Qu'en penses-tu en quelques phrases, en quelques minutes, après pour qu'on puisse aller sur les médias et l'actu extérieur. Avant ça, je m'excuse, je tiens encore à remercier tous ceux qui s'abonnent. Je vous citerai bien sûr à la fin, je vous remercie encore. N'hésitez pas, c'est encore une fois une manière de nous supporter et pour nous de produire du meilleur contenu. Merci à vous. Pour les questions, c'est pareil. Si jamais vous avez des questions sur le conflit ukrainien auxquelles on n'aurait pas répondu dans ce live, n'hésitez pas à le marquer dans le chat et je le lirai à la fin. Et enfin, pour les personnes qui ne suivraient pas le chat, n'hésitez pas à aller dessus, il y a quelques sondages qui sortent de temps en temps, il y a pas mal de choses qui s'y passent, donc n'hésitez pas à aller sur le chat aussi. Voilà, je me mets en retrait. Thomas, que penses-tu de la visite de notre cher président Biden en Ukraine? C'est symbolique. Biden est venu, c'est assez symbolique. Ça faisait des années que des présidents américains n'étaient pas venus en Ukraine, même depuis 2014. C'était le père Bush qui était venu la dernière fois, donc ça remonte. Non, le père ou le fils. Enfin bref, ça fait environ minimum 15 ans qu'un président américain n'était pas venu en Ukraine, ce qui montrait bien quand même que d'un point de vue tactique, l'Ukraine n'était pas vraiment importante. Et Biden qui vient, bon, voilà, c'est étonnant. On s'en doutait quand même un minimum qu'un jour un de ces présidents-là en particulier, parce que les États-Unis, s'il n'y avait pas les États-Unis, l'Ukraine aurait négocié depuis longtemps. L'Europe a beau soutenir l'Ukraine, ils aimeraient bien que ça se termine le plus vite possible, parce qu'on voit bien, au vu par exemple des manifestations en France, que ça commence à créer vraiment de gros problèmes qui étaient déjà existants en interne. Et bon, Biden qui vient, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien vraiment qui s'est passé, c'était juste des photos et de la communication. Moi, en soi, je suis très pragmatique, presque russe à ce niveau-là. Ils jouent juste sur la symbolique. Ils vont essayer de donner des armes que parfois ils n'ont même pas encore produit. Mais voilà, les grands profiteurs de tout cela, ça vient être les Américains et bien évidemment qu'ils vont soutenir les Ukrainiens jusqu'au bout parce que leur objectif, c'est de faire chier les Russes. Et s'ils y arrivent en ce moment, ça ne les dérange pas, comme par exemple avec les manifestations en Géorgie, ou même le dirigeant qui est plutôt pro-européen. Voilà. Et
il y a une révolution de couleur qui est peut-être en cours en Géorgie. Donc, la patte de l'Amérique sera toujours là. Même eux l'avouent, ils avaient donné énormément d'argent pour la révolution, pas révolution, c'est un grand mot, Maïdan. Remplace Maïdan. Effectivement, c'est un très grand mot. On parlait tout à l'heure de communication. Alors, on va clore un petit peu cette partie du conflit. J'ai vu les questions qui sont arrivées à la fin. Ne vous inquiétez pas, on fera tout à la fin, je pense, comme ça. On ira beaucoup plus vite, on pourra faire plusieurs questions en une. N'hésitez pas à les poser. Voilà, regardez la belle tasse que Thomas vient de nous montrer. C'est magnifique. On parlait de communication il y a quelques secondes. Au niveau des médias, bon, je pense qu'on a déjà la réponse, mais encore une fois, c'est pour ça que tu es là. Comment ça se passe pour les médias, côté russe, côté ukrainien? Y a-t-il une pluralité d'opinions? Y a-t-il un camp du bien et un camp du mal? Comment ça se passe? Dis-nous tout. Pour deux pays en guerre, je tiens à rappeler, la propagande est normale dans des pays en guerre. Ce que je trouve problématique, c'est que des médias de pays qui ne sont pas en guerre contre la Russie repompent allègrement la propagande d'un côté. Il y a de la propagande des deux côtés, c'est une évidence, comme il y a des crimes de chaque côté. C'est une évidence. Il faut arrêter d'être dans un monde de bisounours. Dans ce cas, il faut arrêter d'être hypocrite à vouloir créer des tribunaux qui, d'une, sont totalement symboliques et inutiles, et qui, de deux, sont d'une hypocrisie drastique. Donc, bon, les médias en Russie, on en parle beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médias dits d'opposition, dont certains sont en exil parfois, sont quand même pas mal écoutés par les Russes, et les Russes écoutent la pluralité d'opinions. Ce n'est pas aussi visible que ça, surtout que quand les médias français nous bassinent et nous sortent, pour ceux qui connaissent Solovyov, qui est un des plus connus, quand on dit le propagandiste de Poutine, c'est son visage qui vient en tête. Ce n'est pas l'intégralité des médias, de ce qui se dit dans les médias en Russie. Ils parlent plutôt d'actualité et parfois de débat. Ils débattent parfois, bon, il y a certains termes, ça m'avait fait rire là, quand j'avais allumé la télé en déménageant. Il y avait, on sentait bien la patte derrière l'œil de Moscou, le fameux œil de Moscou qui est partout, où il parlait de Macron et du coup de sa femme, et ils avaient par exemple, on sentait bien la patte derrière, où ils critiquaient Brigitte Macron en disant que, rappelez-vous, Brigitte Macron avait connu le petit Emmanuel quand il était étudiant dans sa classe, et ça c'était vraiment sorti sur une chaîne de télé nationale en Russie. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu tout pareil, hein. Les Ukrainiens, ils n'ont pas vraiment de médias d'opposition, ils sont fermés, certains ils sont envoyés un peu de force sur le front, etc. Et l'opposition se crée au fur et à mesure, mais dans tous les cas, les gens en Russie ont conscience qu'ils peuvent réfléchir eux-mêmes, ils n'ont pas ce problème-là, qu'ils ont des informations qu'ils peuvent remettre en cause, etc., ce qui est tout à fait logique dans tous les pays du monde. Mais les Russes ont conscience quand même que tout, en soi, il y a tout est bon ou mauvais. C'est vraiment l'âme russe, quoi. Il y a du positif et du négatif dans tout, et ils remettent tout en question, que ça soit de n'importe quel côté. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Et la population russe n'est pas bête à ce niveau-là, et veut juste que la guerre se termine en envoyant un grand coup de savate. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait d'ailleurs déterminer la position des Russes dans leur globalité par rapport à la guerre. Eh bien, très bien, tout est dit, on a bien compris tout ça, encore une fois, hein. Malheureusement, tous les médias mainstream, comme on dit, en France, malheureusement, ne disent pas ça. Mais bon, hein, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, Thomas. Merci. Dernier point, avant de passer aux questions, j'aurais aimé parler rapidement d'actu politique ou géopolitique extérieure. Tu as bien évidemment, je pense, suivi notre cher président français lors de sa petite virée en Afrique. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder en replay le grand entretien, pardon. On en a parlé hier avec Pierre-Yves et Maïlis qui m'épaulaient à la présentation. Voilà, tu as suivi notre cher président Macron en Afrique.
Qu'en as-tu retenu? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à retenir, malheureusement pas dans le bon sens, mais qu'en as-tu retenu et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, je peux faire un lien avec la Russie en même temps, au passage, c'est que la majorité des pays africains aiment la Russie, ou du moins veulent se rapprocher de plus en plus de la Russie en mouvement anti-France. Donc, quand le président français dit des bourdes aussi énormes vis-à-vis, en plus de ça, face au président d'un pays comme la RDC, c'est assez dramatique. Moi, je trouve ça très dramatique. Bon, le reste, s'il va boire un coup dans un bar, moi, c'est pas vraiment mon souci, il fait ce qu'il veut. Mais tenir des propos comme ça ne s'appelle pas la diplomatie. Et là où les Russes et les Chinois, dans une moindre mesure, se placent comme vraiment anticolonial, j'ai envie de dire ça comme ça, dans le sens où ils s'en foutent en fait tout simplement de la politique des gens, des pays, ils veulent juste voilà, avoir des relations avec les pays. La politique n'est pas le numéro un. Et les Africains, si on peut considérer tout cela comme un ensemble, toutes ces populations comme un ensemble, sont quand même beaucoup plus pro-russes parce qu'ils ont beaucoup plus de valeurs communes avec le gouvernement russe qu'avec le gouvernement français, par exemple. Surtout quand ce gouvernement français les insulte directement, quasiment. Ah, ça fait peu dire. Ce sont de réelles insultes, mais bien glissées. Et d'ailleurs, ça n'est absolument pas représentatif de ce que l'on pense, nous, dans l'opinion. Mais bon, je vais fermer la parenthèse ici. Faisons quelques milliers de kilomètres au nord. Allons en Tunisie. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais le chef d'État, je crois, tunisien, je ne me souviens plus de son prénom, pas de son nom de famille, pardon, a critiqué, a parlé, oui, à critiquer, il faut le dire, le grand remplacement qui sévit en Tunisie, notamment l'immigration illégale de sans-papiers qui viendraient d'Afrique subsaharienne, et il déplore les conséquences qu'ils ont sur la démographie et plus en pratique sur la vie en Tunisie. As-tu suivi cet événement? Qu'en penses-tu? Et voilà. Oui, j'ai vu cela passer. Alors, je me suis pas forcément extrêmement intéressé à tout cela, mais bon, si je dois faire un lien avec la Russie, la Russie a énormément d'étrangers, hein. C'est beaucoup de personnes d'ailleurs soit d'Ukraine, Biélorussie, ou des pays en stan, donc l'Asie centrale. Et les Russes, voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a plus de problème interethnique du fait de maintien de l'ordre en fait qu'il y a, où vous faites une connerie, vous allez en prison. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des règles, il faut les suivre. Si vous ne les suivez pas, allez, coup de pied au cul et vous allez devant la justice, qui est tout à fait logique. Donc voilà, qu'il y a des étrangers, par exemple en Russie, qui viennent d'Asie centrale, bon, c'est un fait, mais le côté interculturel extrêmement fort, où vous pouvez, comme je l'ai évoqué, trouver des mosquées, des cathédrales et des synagogues les unes à côté des autres, est assez révélateur de ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que qui que vous soyez, vous avez votre vie, mais du moment que voilà, vous respectez les règles, il n'y a aucun problème. Ok, écoute, ça devrait donner des... Si Emmanuel Macron nous voit, nous entend, ça pourrait lui donner des idées, hein, on ne sait jamais. Ou alors, partagez-lui sur les réseaux sociaux ou autres. Hein. C'est toujours important, c'est pour la cause. Hein, c'est pour la cause. Enfin, avant de passer aux questions, tu évoquais la Géorgie tout à l'heure. Je voudrais finir là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui se passe en Géorgie? C'est pas du tout médiatisé évidemment en France. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment vois-tu la situation? Sur quoi ça pourrait déboucher? Voilà, dis-nous tout. Bon, la Géorgie, c'est à peu près le même niveau que l'Ukraine au niveau géopolitique. C'est-à-dire que c'est un pays qui a fait la guerre avec la Russie. Elle s'est terminée beaucoup plus vite en Géorgie. Et il y a des régions sécessionnistes, donc l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud.
qui sont là et qui, bon, ça pose pas forcément de problème en interne, parce que j'ai bien l'impression que les Géorgiens s'en fichent, un peu comme les Ukrainiens s'en fichaient de la Crimée, parce qu'elle n'a jamais été vraiment considérée comme ukrainienne, même chez les Ukrainiens. Et a toujours été russe, hein, je tiens juste à le rappeler. Et en Géorgie, bon, il y a eu différents gouvernements qui sont plutôt pro-européens que pro-russes, qui sont arrivés. Même là, en ce moment, en soi, c'est un gouvernement plutôt pro-européen. Mais il y a des manifestations, bon, en même temps, du fait de l'arrivée quand même pas mal de Russes. Il y en a qui sont revenus en Russie d'ailleurs depuis les différentes manifestations qui sont arrivées là les derniers jours. Mais bon, la Géorgie, en fait, on peut faire un énorme parallèle avec l'Ukraine. Alors, j'ai perdu le nom du président, et j'en suis désolé, qui est en prison en Géorgie, qui avait été en exil et qui était revenu. Saakashvili, qui était là et qui, lui, était aussi un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'était d'un côté pro-russe, de l'autre côté pro-européen, pour essayer de tirer des morceaux de chaque côté. Mais bon, la Géorgie, ça ne va rien changer. C'est un nain militaire et il y aura, disons que vaut mieux pas qu'il soit dans l'OTAN, parce que sinon, l'armée russe sûrement se ramènera encore une fois à Tbilissi, la capitale. D'accord, eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas réellement parlé de tout ce qui se passe au Donbass. On vient d'évoquer la Crimée. Si vous avez des questions, encore une fois, je répète, n'hésitez pas. C'est le moment. Je me permets aussi de rappeler à toutes et à tous que vous pouvez nous supporter au cercle en vous subant à la chaîne, en vous rendant sur le site du cercle, en vous abonnant à la newsletter. On ne le dit jamais assez, mais c'est un travail de fou réellement qui est réalisé. Des newsletters en français sur la géopolitique internationale, et aussi une qui est centralisée sur l'Espagne. C'est extrêmement intéressant, c'est gratuit et c'est d'une valeur ajoutée absolument sensationnelle. N'hésitez pas à vous y abonner. C'est sur le site du Cercle et je pense qu'il y aura un lien qui va comme ça arriver en commentaire par notre merveilleuse équipe de modérateurs. Voilà, posez-nous vos questions. Je vais commencer par en prendre une première. Que pense la diaspora ukrainienne de Russie de cette guerre d'Ukraine? C'est une question de MPRS45, merci à toi. Voilà. Que pense la diaspora ukrainienne de Russie de cette guerre? Merci pour la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des Ukrainiens, quand ils sont partis d'Ukraine, sont allés du côté de la Russie. Alors, souvent, le choix des pays d'accueil, quand c'est géographiquement très proche de l'Ukraine, est lié à où ils sont sur le front. Admettons, si vous étiez plutôt du côté de Donetsk, bien évidemment, vous n'allez pas vous retrouver du côté ukrainien, c'est un petit peu plus loin à accéder. Donc voilà, théoriquement, la géographie joue énormément là-dessus. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui voulaient aller en Russie, qui ne sont pas allés, ou certains qui voulaient peut-être aller en Europe et qui sont restés en Russie. Donc, bon, il y a énormément. En 2014, ça a été surtout... il y a eu énormément de demandes de passeports et c'était vraiment la première vague d'immigrés ukrainiens en Russie. Donc là, on en a une nouvelle, mais elles sont surtout localisées dans les régions autour de l'Ukraine, ce qu'elle était en 2021. Et donc dans toutes ces régions-là, il y a beaucoup plus d'Ukrainiens qui sont là. Certains sont retrouvés plus loin en Russie. Il y en a eu forcément, par exemple à Moscou, qui sont arrivés pour vivre maintenant à Moscou. Mais eux sont quand même pas très très pour Zelensky, de très loin. Les régions de l'Est et du Sud sont beaucoup plus pro-russes que les autres. Et ça s'est toujours ressenti dans les différentes élections en Ukraine. Et par la suite, toutes ces personnes-là vont plutôt aider en envoyant par exemple de la nourriture, etc., au niveau du front, et veulent que ça se termine en fait, qu'ils retournent chez eux et que les Russes envoient la cavalerie pour régler ce problème. C'est-à-dire que vraiment il y a un point à ce niveau-là où pour beaucoup de Russes ça ne va pas assez vite et on n'y va pas assez fort.
D'accord, bah, en parlant de ne pas aller assez fort, je vais prendre la question de Chando qui nous dit, enfin qui nous demande, qui te demande, quelles sont les choses à ne pas faire en Russie, s'il y en a bien sûr, et as-tu survécu à des faux pas, si tu en as fait, en arrivant? Alors des faux pas, tout dépend peut-être du niveau des faux pas, parce que bon, Ah oui, évidemment. je n'ai pas tué quelqu'un, par exemple, donc ça, c'est un faux pas. Non, mais au niveau de la question, je pense que bah, je suis toujours là, donc j'ai envie de vous dire que s'il y avait eu des problèmes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Moscou, c'est vraiment une ville où, en soi, on est en sécurité, il n'y a pas de problème, et j'ai déjà vu face à des policiers, mais ils ont toujours rien eu à faire, en fait, hein. Que je sois Mais français ou justement, pas, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, au contraire. justement, Thomas, je pense que Chando voulait dire, il y Je a de la pense avoir bien sécurité, compris. c'est vrai, mais à quel prix? Je veux dire, est-ce que la vie y est régie de manière différente? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire justement pour sécuriser la population, la vie en Russie? Euh, Est-ce que c'est plus strict? Et si oui, hein, euh, y a-t-il des choses qu'on ne peut pas faire du coup? Je pense que c'est Alors, plutôt en ce termes de sens-là. déplacement, ouais, ben, j'avais pas compris comme ça, hein. Pardon à la personne qui a posé la question. Mais en termes de déplacement, il n'y a aucun problème. Donc, en termes de liberté de mouvement, il n'y a vraiment aucun problème. Et sincèrement, je me sens beaucoup plus libre en Russie qu'en France, pour plusieurs raisons que certaines je n'évoquerai pas. Mais disons, ici, on n'a pas de problème, on n'est pas emmerdé. Je suis français, donc d'un pays inamical, et pourtant, on m'aide énormément. Des policiers, parfois, m'aident. C'est un truc de fou. Vous êtes d'un pays inamical. Vous êtes d'un pays qui envoie des armes pour tuer des compatriotes, mais pourtant, les gens comprennent, en fait, tout simplement, parce que les étrangers qui sont ici ne sont pas là pour faire des attentats, quoi. En particulier des pays occidentaux. Mais Oui, voilà, c'est vraiment les je ne saurais figures. pas comment répondre à ce niveau-là, d'un point de vue négatif de ce qui se passe en Russie. Bah, je vous invite à tout le monde de venir voir. Et vous le verrez vous-même que, bah, en soi, la vie, elle n'a pas vraiment changé. Oui, voilà, ce que tu veux dire, c'est que vraiment, il y fait meilleur vivre, en tout cas, qu'en France, et qu'il n'y a pas réellement de conséquences, enfin, il n'y a pas d'effet négatif à cette sécurisation. Non, bah, ça, il n'y a aucun problème. Ouais, voilà. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise ici qu'en France. À Et Moscou. voilà, c'est un. J'ai dit Moscou parce que j'ai vécu à Moscou. Je sais très bien qu'on va me faire le reproche. Mais voilà, je précise. Moscou. La deuxième, l'autre Russie. Oui, la deuxième. Euh, Continuons avec une question de Perséphone75. Y a-t-il des migrants en Russie et y a-t-il des drogués dans les rues? Alors, il est interdit d'être bourré dans la rue. En Russie, vous pouvez finir dans l'arrière, comment dire, la place arrière d'une voiture de police pour ça. Il est interdit de boire, par exemple, en extérieur, donc c'est exactement pareil pour les drogues et même parfois pour les cigarettes. Donc, en termes de restrictions là-bas, c'est bien voulu par Poutine pour régler les problèmes d'alcoolémie, etc., qui étaient monnaie courante dans les années 90 et qui se sont bien améliorés parce que vraiment, on voit bien que typiquement pour le cas de l'alcool, les Français sont bien plus alcooliques que les Russes désormais, et que cela, entre guillemets, va se régler avec le temps parce que les personnes qui ont vécu les années 90 ont toujours ces stigmates-là de l'alcoolisme ou parfois des drogues. Alors j'avoue, j'en ai jamais vu en Russie. Peut-être j'ai de la chance et j'en ai jamais vu, mais en tout cas en France, j'en ai déjà vu. Et ça, c'est plutôt assez monnaie courante. Donc, croiser des gens, typiquement, je vais vous donner un exemple, alors pas des drogues, parce que bon, pour le coup, je ne saurais pas vraiment vous répondre, mais pour l'alcool, j'ai croisé, allez, sur les près de 2 ans que je suis ici, alors dans le métro, 2 personnes bourrées. 2. Et j'y prends tous les jours, hein. Dans la rue, quelque chose comme, ça doit se compter sur 5, peut-être, quelque chose comme ça, à peu près. Mais vraiment, c'est un autre monde par rapport à ce qu'on nous dit. Et c'est comme les SDF. En fait, la majorité des gens ont un logement et vont faire la manche pour essayer d'arrondir les fins de mois. Mais c'est beaucoup plus rare.
il doit y en avoir forcément plus de pauvreté, etc., mais ce n'est pas visible du moins. Et sincèrement, il doit y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en France. La pauvreté, de toute façon, existera toujours, malheureusement. Oui, malheureusement, effectivement. Question de Mbaku. Est-il possible d'aborder des sujets politiques avec tes amis ou tes collègues? En Russie, je pense qu'il voulait dire. Je vais répondre très vite à celle-là. Les Russes s'en foutent de la politique, en fait. Ils veulent juste que le pays tourne. Vraiment, sincèrement. Hormis parler à des gens qui sont liés à des études en politique ou des choses comme ça, les gens s'en foutent. C'est vraiment... quand tu arrives en tant que Français, où c'est un des premiers sujets des fois que tu parles, là, les Russes, ils disent, mais qu'est-ce que tu me parles? C'est quoi les socialistes? C'est quoi ça? Bon, je m'en fous, je veux juste que j'ai à manger et que je puisse m'amuser et être en sécurité. Voilà. Je suis désolé d'avoir répondu aussi vite à la question, mais je peux rien dire d'autre spécial. Non, bah, tant mieux après. Il y en a qui parlent de ça, il n'y a aucun problème, hein, et les gens aiment bien justement débattre par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Mais bon. Voilà. Ouais. Non, bah tant mieux. Je vais poursuivre avec les questions de Mbaku. Excellente question d'ailleurs. Y a-t-il des sous-citoyens, style minorité sibérienne, ou du Caucase, ou des émigrés? Voilà. Y a-t-il des sous-catégories de population qui seraient sous-représentées et qui seraient des sous-citoyens, pour reprendre sa formulation? Alors, il y a une centaine en russe, il y a 2 mots pour désigner nationalité. Il y a la nationalité de passeport et la nationalité ethnique. Donc, je pourrais traduire par ethnicité, plus ou moins. Il y a une centaine d'ethnicités en Russie. C'est énorme. Majoritairement, donc, c'est des Russes ethniques qui peuplent la Russie. Je crois que c'est quelque chose comme 80%. Donc, il y a toujours 20% qui ne sont pas des Russes ethniques. Et il n'y a pas de problème, je veux dire, tout le monde est égaux, il n'y a pas de sous-citoyens. Voilà, j'avoue ne pas savoir quoi dire par rapport à tout ça, mais tout le monde est au même niveau, que vous soyez français, que vous soyez ukrainien, voilà. Du moment que vous vous attachez un minimum au pays et que vous respectez les règles, comme toujours, hein, pas de problème. Et les gens le pragmatisme, quoi. Le pragmatisme à la Russe. Ah, les Russes, très froid à ce niveau-là, oui. Mais bon, vaut mieux ça que j'ai envie de dire que la naïveté qui est assez monnaie courante, malheureusement, en France. Ah ça, effectivement, tu ne crois pas si bien dire. Justement, continuons, toujours de Mbaku. Que connais-tu du service militaire en Russie? La durée, la sévérité et autres. Et y a-t-il des réformes en cours à ce propos? Alors, le service militaire, c'est 1 an et c'est en train de bouger. Mais c'est 1 an, moi je trouve ça trop. Voilà, je donne mon avis, je trouve ça bien trop. 3 mois, je pense que c'est largement suffisant. Et bon, ce sont des personnes qui vont aller vivre en communauté. J'ai envie de dire, c'est exactement le même style que le service militaire à l'époque en France. Mais ils voulaient l'enlever pour faire une sorte de service civique un peu je crois que c'est Macron qui avait institué ça, là, les 3 mois, quelque chose comme ça, une sorte de service civique, mais du fait de la guerre, il prévoit peut-être le passer à 2 ans. Donc là, je trouve ça trop démesuré, surtout que ça coûte pas mal d'argent pour tout ça. Et donc 2 ans, et puis surtout, ils ont décalé l'âge de départ pour qu'en fait, tous les hommes puissent faire le service militaire. Mais je suis pas sûr que ce soit encore fait, mais en tout cas, il prévoit de décaler l'âge parce que certains faisaient beaucoup d'études exprès pour ne pas aller en service militaire. Donc tu sais à peu près à quel âge minimum on peut y aller ou pas? Alors, de tête. Avant, c'était de 18 à 25 ans, je crois que c'était obligatoire, et c'est passé obligatoire de 21 à 28. Enfin, c'est quelque chose comme ça, dans cet ordre de grandeur, à plus ou moins 2 ans pour la fin. Ouais. Donc voilà, pour faire en sorte que les gens, les hommes fassent le service militaire. D'accord, très bien. Je vois beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu dans le chat. Je les ai vues, ne vous inquiétez pas. Juste, on les a déjà évoquées dans le live, donc je ne les prendrai pas évidemment pour ne pas nous répéter. Mais je vois les questions et je vous remercie de les poster. Calmine Le Taou nous dit
Ce qui m'étonne, c'est qu'avec tant de morts, la population ukrainienne ne bouge pas. Qu'en penses-tu? Bah, il y a eu pas mal de morts aussi côté mercenaires. C'est pas forcément les plus nombreux, mais la population ukrainienne, malheureusement, ne peut pas faire grand-chose. S'ils pourraient aller se révolter, c'est pour faire quoi? Pour finir en prison ou être forcés à aller se battre? Bon, parce que bon, contrairement à ce qu'on nous dit sur d'autres télés, il y a énormément de mobilisation de force. Alors qu'en Russie, la mobilisation n'était pas du tout forcée. Bah, en soi, vous deviez y aller, et la grande majorité des gens étaient prêts à se battre pour la patrie. Oui, J'ai d'ailleurs, beaucoup de... excuse-moi, tu m'as te coupé. Tu pourras répondre en même temps que de répondre à ma question. Qu'est-ce qui a donné cette mobilisation? Comment ça s'est fait ressentir? Est-ce que tu as eu vraiment beaucoup de personnes qui se sont mobilisées? Voilà, comment ça a été vécu? En même temps que Alors, ta réponse. oui, donc moi je tiens à rappeler, du coup, je suis à Moscou, et Moscou comme Saint-Pétersbourg sont des villes plus bourgeoises, on va dire ça comme ça. Donc les gens ont tendance à plus vouloir ne pas aller se battre, même s'il y a quand même, pardon, j'ai tapé dans le micro, d'élan patriotique quand même. Et autour de moi, j'en connais un qui s'est barré au Kazakhstan et qui est revenu depuis, parce qu'il n'avait pas envie de se faire mobiliser. Bon, certains n'ont pas envie de se battre. Chacun, j'ai envie de dire, chacun son choix. Et il n'était pas mobilisé. Certains se barrent alors qu'ils sont même pas mobilisables, et d'autres, voilà, préfèrent faire des vacances et revenir en temps et en heure. Ça représente en réalité quand même pas tant de personnes que ça. Quand on prend de manière générale, il y a 25 millions de mobilisables, je crois, à peu près, un peu plus sûrement. Et il doit y avoir quelque chose comme 500 000 personnes qui sont parties, et dont la majorité aimerait revenir. Je vais vous donner par exemple un autre exemple de quelqu'un un russe que je connais forcément, qui lui est tout juste papa, et j'avais posé la question, il bosse dans l'IT en plus, donc vraiment un des secteurs les plus touchés en interne en Russie par toutes les sanctions, parce que plus personne ne veut travailler avec des Russes. Et lui, il a dit, bon, bah, pourquoi me se barrer? Je suis patriote, j'irai me battre, alors qu'il est juste père, hein. Donc vous imaginez, et en bossant dans l'IT, c'est typiquement le type de personne qui serait parti. Mais vous voyez, donc il y a énormément de patriotisme, et certains se disent, bon, bah, si je dois y aller, j'irai. Mais ils attendent. Oui, Donc, il y en a qui sont ça n'a partis, pas effectivement, mais j'ai envie de vous dire, Ouais. comme pour tout pays, quoi. Le nombre, Oui, ça n'a pas aussi, été, je vais préciser ça par n'a pas rapport à été ça, il y énorme. a énormément d'Ukrainiens qui passent du côté Biélorussie ou Russie et remontent pour rentrer dans l'Union européenne par les pays baltes, parce que à la frontière polonaise, les Ukrainiens, donc les hommes, sont recalés, ne peuvent pas sortir du territoire, et la plupart vont aller se battre, forcés, hein, bien évidemment, et certains du coup passent par la Russie et après par les pays de l'Union européenne pour rejoindre l'Union européenne sans être mobilisés. Donc j'ai envie de vous dire, c'est partout pareil, il y en a plein qui ne veulent pas se battre. Ici, on ne peut Oui. pas de toute façon avoir 100% de personnes d'accord. Mais voilà, ce genre d'anecdote, c'est justement pour ça que c'est super de t'avoir ici au cercle, hein, parce que ce genre d'anecdote, on ne pourrait jamais y avoir accès chez nous ici en France. Alors voilà, on n'a jamais Il y avait eu même, accès à il y cette avait, information, ni même il y avait même des un files dixième de ça. spéciales pour les Ukrainiens à la frontière avec les pays baltes, par exemple. Ah oui? Oui, Ouais. oui, c'est pour ça que voilà, les Ukrainiens étaient d'un côté, et, pour pouvoir tout regarder, quoi. S'ils venaient bien d'Ukraine, etc. Mais il y avait des longues files énormes aux frontières. Eh bien, c'est parfait, je te remercie de tout ça. Dernière question, qui est une des meilleures, de Oni Linaose. Pardon pour ton pseudo si je l'ai mal dit. Quelle est la vision de la Russie du monde multipolaire qu'il souhaite voir remplacer l'hégémonie US actuelle? Bon, c'est pas, il doit manquer un mot. Je vais la reformuler rapidement. Que penses-tu, que pense la Russie, pardon, du monde multipolaire qui va arriver, qu'on le veuille ou non, favorisé bien sûr par le conflit ukrainien? Bah, la guerre a été un accélérateur à ce niveau-là, un énorme accélérateur. Mais je peux vous dire de source en interne en Russie que les BRICS, ça va y aller, hein. Cette année, normalement, ça devrait pas mal y aller. Il devrait y avoir pas mal de pays qui vont revenir, créer une équivalent de monnaie
commune d'ici l'année prochaine, ça va y aller de toute force. Parce que là, tous les pays prennent conscience d'un coup qui, s'ils se font sanctionner par l'Europe ou les États-Unis, ils peuvent se retrouver pas mal dans la merde, en fait, tout simplement. Où beaucoup de personnes vont voir leurs réserves, leurs achats immobiliers, par exemple, bloqués en Union européenne, comme la plupart du temps, ou aux États-Unis, et ces personnes-là vont se dire, bon, on va peut-être investir un petit peu ailleurs, mettre de l'argent autre part. Ce qui va bien défoncer l'économie européenne en particulier, parce que les États-Unis, eux, ils n'auront jamais vraiment ce problème-là, ils auront peut-être moins d'investissement, mais les États-Unis resteront toujours les États-Unis, alors que chaque pays européen pourra se retrouver dans une situation plus compliquée, surtout quand on sait que bon, une bonne partie des dettes et des investissements sont étrangers. Et là, avec la guerre, j'aimerais bien voir j'ai pas regardé, ça serait intéressant de regarder les investissements étrangers, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 et qu'est-ce qui va se passer à partir de 2023. Mais dans tous les cas, bon, Poutine, il est bien content d'être l'un des instigateurs de cette nouvelle multipolarité plus que grandissante, exponentielle là, à ce niveau-là. Ah bah, ça c'est évident, et de toute manière son intérêt est là-dedans, je pense. Bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop le choix, mais c'est ce qu'il veut de toute façon. Mais voilà, c'est ce qu'il veut. Ouais. Et comment ne pas être d'accord avec lui d'ailleurs sur ce point. Bref. Avant de finir ce live, on a dressé un portrait très élogieux de la Russie. Alors si notre cher président a eu vent de ce live et qu'il a suivi quelques points, comme on en parlait tout à l'heure, il pourrait sûrement croire que nous faisons du prosélytisme russe, que nous sommes des agents russes. D'ailleurs, petite transition, n'hésitez pas à vous procurer notre superbe tasse à ce sujet. Y a-t-il, dernière question, des points négatifs en Russie pour éviter qu'on nous traite de pro-russes et autres? Alors, je ne pense pas avoir été trop élogieux vis-à-vis de la Russie, juste de rappeler on sait jamais, hein. On sait jamais. Oui. Voilà, attention. Bien évidemment. De toute façon, à partir du moment où on critique l'Ukraine ou on dit quelque chose de positif vis-à-vis de la Russie, on est forcément un collabo de Poutine. Donc moi, désormais, je ne suis plus un collabo, je vais être un des numéros 1 désormais. Et bon, en Russie, bien évidemment, il y a des inconvénients comme partout. En tant que Français, je l'ai évoqué, la culture russe au premier abord est très froide, très forte. Comprendre des Russes, parfois, quand on a le sang trop chaud, c'est pas forcément terrible. Et bon, ça, on s'y habitue très vite. Hein. Quand je suis revenu en France, on m'a demandé de sourire un peu et d'être un petit peu poli. Donc bon, vous voyez, c'est que je me suis un petit peu acclimaté à tout cela. Et sinon, en Russie, en soi, comme partout, il y a des problèmes, il y a des inégalités, des choses comme ça. Hein. C'est une évidence. Et le froid n'est pas forcément un problème, surtout quand on est à Moscou ou en dessous, où il fait quand même un peu plus chaud. Mais bon, la Russie est toujours une terre, je trouve, d'opportunités, qui sera toujours un pays nécessaire à la stabilité de l'Europe et à la stabilité du monde. Donc à vouloir leur faire la guerre, c'est se mettre des bâtons dans les roues et de peut-être finir sur de mauvaises choses. Ce que je n'espère absolument pas. Ah bah attention, nous non plus. Hein. Cercle, bien sûr que nous ne souhaitons pas ça. Très bien. Et rapidement, avant de finir, une petite question sur l'éventuelle corruption. Existe-t-elle toujours en Russie? Voilà, on sait que Poutine, dès son arrivée au pouvoir, a eu comme leitmotiv justement de lutter contre cela. Est-elle toujours d'actualité? Comment ça se passe? Dans les limites de Twitch, attention. Oui, je vais faire le lien avec l'Ukraine juste après. La corruption en Russie, bien évidemment, comme dans tous les pays, il y a de la corruption. C'est une évidence. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que jusqu'à l'arrivée des premiers mandats de Poutine, parce qu'il n'a pas pu faire tout ça d'un coup, il y avait deux cas. Il y avait la corruption quotidienne, qu'on appelle comme ça, et la corruption étatique, on va dire, à ce niveau-là, plus à haute échelle. La corruption quotidienne, c'est le flic qui vous arrête et qui vous dit « Ah, vous avez roulé trop vite. Non, j'ai pas roulé trop vite, je m'en fous, donne-moi un billet, et sinon, je t'embarque au poste. » Ça, c'est de la corruption quotidienne. Ou, par exemple,
aller dans une administration, normalement tout est gratos, et on vous dit bon bah vous me donnez tel billet, ou donner un pot de vin pour aller plus vite, ou pour avoir raison sur quelque chose, ou chez le juge. Ça n'existe plus en Russie. Ça n'existe plus. Peut-être toujours sur la route, où ce sont plutôt des arrangements plutôt que des oui, des cas vraiment isolés de grosses forces, on va dire, de forces policières qui veulent piquer des billets. Il doit toujours en avoir, surtout dans les plus petites villes. Ça, je pense qu'il doit toujours en avoir un petit peu. Mais voilà, c'est surtout le cas. Et je pense que ça peut être intéressant de terminer par ça. Ce n'est pas du tout le cas en Ukraine. Où c'est quelque chose de très commun. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. Donc allez vous engueuler à l'Union européenne qui avait fait un truc comme ça en novembre 2021, je crois, un dossier sur la corruption en Ukraine. Et j'ai un abonné qui était algérien. Il s'est barré d'Ukraine dès le début de la guerre. Et lui, il avait vécu dans les villes les plus touristiques. Il faisait du tourisme. Et il m'avait raconté, j'étais même étonné parce que je pensais qu'il avait critiqué la Russie, alors qu'en fait il a fait plus ou moins l'inverse, mais du moins il a critiqué l'Ukraine. Et il avait dit qu'à un moment donné, sa femme devait aller à l'hôpital, c'était urgent. Elle était à 2 doigts de mourir, quoi. Et c'était vers Kiev, donc quand même dans les endroits très riches, hein, en plus. Il était à l'hôpital, normalement c'était gratos. Alors, j'ai pas demandé bien évidemment pour quelle raison. Parce que c'est des choses qui ne se demandent pas. Et il m'a dit que le médecin lui a dit ok, tu peux la soigner pour 7 000 €. Normalement, c'est gratuit. 7 000 € en Ukraine, c'est quoi 2 ans de salaire moyen? Un truc comme ça, comme si on demandait, je sais pas moi, 36 000 €, un truc comme ça en France. Donc, normalement, c'était gratos. Et ça, c'est quelque chose de très commun dans ces pays-là. Et en plus de ça, bon, on le voit bien en ce moment. Alors, je ne sais pas si... Disons que des personnes qui normalement se battent contre la corruption sont... Au moins, du moins, ils savent de quoi ils parlent parce qu'eux le sont en Ukraine. Je ne dis pas qu'en Russie, il n'y a pas de corruption. Il y en a comme dans tous les pays. Mais on donne de l'argent à ces pays-là. N'oublions pas. Alors, je tiens juste à dire que l'abonné de l'anecdote est dans ce live. Donc c'est absolument parfait. Merci à toi, Aliadouche 16. Merci à toi, tu vois, c'est ton jour de gloire. Dis-toi que si tu écoutes de temps en temps, je te cite de temps en temps. Ah, tu as de la chance, mon cher Aliadouche. Bon, on va finir là-dessus. Thomas, peux-tu nous rappeler tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te soutenir? Comment on peut te supporter? Alors, me supporter, c'est juste à écouter les vidéos parce que je pense être insupportable. Mais voilà, c'est mon style, non, je rigole. Sur YouTube, Telegram et Instagram, en majorité. Il y en a d'autres comme Twitter, Facebook, etc. Mais ce sont plutôt d'autres styles. Mais les 3 plus importants, c'est cela. YouTube, pour voir des magnifiques vidéos. Telegram, pour suivre l'actualité. Et y compris, par exemple, quand je passe par exemple sur le cercle Aristote, le magnifique le cercle Aristote, que je remercie pour ce live. Merci à vous tous. Et j'espère qu'au moins vous ne serez pas endormis, parce que moi, il est déjà plus de minuit. On vient de passer le 10, on est le 10 mars, là, actuellement. Eh bien, c'est parfait. Regardez notre merveilleuse équipe, si représentative du cercle, met actuellement les liens pour que vous puissiez suivre Thomas dans toutes ses aventures. Voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit encore une fois. Et une information, une vraie information, vaut bien plus que tout. C'était Victor, je vous remercie encore une fois. Merci pour les subs, merci à tous ceux qui se seraient rendus sur le site internet afin de nous soutenir aussi, hein, il faut le dire. Merci beaucoup, voilà. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.